Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en cette soirée du dimanche 27 décembre 2020. Bienvenue à le décryptage de la semaine avec notre consultant politique Agapit Napoléon Mafourican. Bonsoir. Bonsoir Omiader, bonsour à tous nos téléspectateurs. Voilà, vous êtes par ailleurs expert électoral, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Et justement, on démarre par ce verdict qui est tombé, bien évidemment, cette semaine. Vous savez, le cas de tricherie à l'issue donc de ce concours de recrutement, d'auditeurs de justice, puis deux candidates ont été bien évidemment surprises de tricherie. Le verdict est tombé et puis il y a, à part donc les sanctions pénales, il y a une sanction administrative puisque le directeur adjoint de cabinet est limogé. Sanction, est-ce que cela arrive à vous satisfaire, cette sanction que nous avons, le verdict que nous avons eu avec la sanction également du Conseil des ministres? Ce qui m'a tout au moins réjoui, c'est la sanction administrative. Je pense qu'elle suit le pénal et c'était nécessaire. Et donc, après ça, il faut se réjouir également qu'on a fini avec la banalisation des fautes. On a fini avec la banalisation des fautes. J'ai écouté beaucoup de personnes déçues, ils n'ont pas compris pourquoi. C'est une sanction, c'est des sanctions à minima, on ne connaît pas les complices. Il y en a qui sont même allés dire que le ministre aurait pu démissionner, on aurait dû le faire démissionner. J'ai entendu, c'est le procureur, il est nommé par le ministre. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais je pense qu'il faut que nous sachions d'où nous venons en réalité. Moi, je les comprends. Et ils ont raison globalement. Mais après, moi, je connais la fable de La Fontaine, les animaux malades de la peste. Selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de la cour vous feront blanc ou noir. Ça, c'est des fables des années 600 et quelques, 1600 et quelques, donc du XVIIe siècle. Alors donc, si déjà, dans les animaux malades de la peste, dans les années au XVIIe siècle, on sait que c'est selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de la cour vous font blanc ou noir. Moi, je me suis arrivé personnellement à une conclusion que la justice des hommes reste la justice des hommes. Elle n'est dite pas des hommes qui ont des sensations, qui ont des sentiments, qui ont des intérêts. Mais elle est la justice, elle est notre justice, que moi je respecte. Et d'ailleurs, on dit l'intime conviction du juge. Donc, elle est notre justice que moi je respecte. Et j'ai été arbitre de football dans mon jeune âge. Et évidemment, vous avez parlé de l'intime conviction du juge, l'intime conviction de l'arbitre. Donc, j'ai appris à agir en intime conviction. Je n'ai pas fait grande carrière dans l'arbitrage, un nouveau district, quelques matchs de ligue, et puis d'accord. Mais moi, je regarde un match d'arbitrage, je ne critique pas l'arbitre comme tout le monde le critique. Donc, je ne critique pas le juge comme tout le monde le critiquerait. C'est un homme. Il a des sensations, il a des sentiments, il a des intérêts. Et il gère, il estime. Donc moi je salue le jugement qui a été fait. Je salue, je salue la célérité. Et je salue la fin de la banalisation des fautes. On en a connu, il n'y a pas eu de sanctions. On a promu les fautifs et rien ne s'est passé. Aujourd'hui au moins, on a stoppé, on a annulé, on a sanctionné. Sanctions minima, grandes sanctions. Est-ce que l'insatisfaction de certaines personnes, Agapit Napoléon Mafourican, ne réside pas en ce que vous savez que le gouvernement, ou du moins le président de la République, le président Patrice Talon, est venu dans un contexte où on criait, il y avait des concours qui avaient été organisés avant, donc son accession au pouvoir, et donc on avait quand même critiqué, dénoncé un certain nombre de choses, et que la rupture qui pense rompre avec tout ça, on constate cela aujourd'hui. En fait, on est en train d'attendre une sévérité. Non, le problème n'est pas la sévérité, c'est l'absence de banalisation. Je viens de vous en parler. On a connu, on a dénoncé, on a transmis le dossier au procureur, on n'a pas eu de suite. On a interpellé le gouvernement, on n'a pas eu de suite. Aujourd'hui, le gouvernement ne se laisse pas interpeller. C'est le gouvernement même qui a arrêté, qui a annulé, qui a lancé les poursuites à travers le procureur et qui a sanctionné. Le gouvernement n'a pas attendu que quiconque ce soit lui mette une pression. Il faut reconnaître déjà que nous avons fait une avancée. Sachant d'où nous venons. Donc, moi, je ne peux pas porter, j'ai pour principe, comme je vous l'ai dit, de ne jamais porter des jugements de valeur sur les décisions de justice. Parce qu'elles sont rendues par des hommes,
qui ont leurs sensations, qui ont leurs sentiments, qui ont leurs intérêts, qui ont leurs pulsions, qui ont leurs penchants. Donc, je ne peux pas, moi, individu comme eux, me permettre de juger. Et ils ont qualifié. C'est comme le médecin. Il choisit d'aller dans ce diagnostic parce qu'il est qualifié. C'est comme le policier. Il oriente telle décision, il vous regarde parfois, il vous arrête, alors qu'il laisse d'autres continuer. Exactement. Parce que c'est son flair. Donc, chacun c'est chacun dans son rôle. Moi, je salue une fois encore le travail que fait la justice de notre pays. Les procureurs, c'est pas facile pour eux. Les juges, c'est pas non plus facile. Après, chacun est maître de ses décisions. Donc, comme je vous le dis, nous devons saluer. C'est-à-dire que le régime de nouveau départ, le président Talon, le gouvernement et la justice sous ce nouveau régime, qui au moins que le gouvernement ne fait pas même bas sur les choses. Après, le procureur a beau dépendre du ministre, il est après tout magistrat. Le président, quand le procureur fait les réquisitions, le tribunal est allé l'a suivi. Le juge n'était pas obligé de suivre le procureur. Et si le procureur dépend du ministre, le juge ne dépend pas du ministre. C'est un juge de siège. Donc, dès lors, il faut que nous avancions et saluions ce qui est fait. Je pense, même si on relâchait les fautifs, même si on ne les condamnait pas à des peines pécuniaires, pour moi, le fait même d'annuler les concours c'est un signal et de poursuivre les personnes fautives, donc les tricheuses, est déjà une avancée. Après, gageons et faisons l'effort déjà que les gens comprennent que des choses ont changé dans le pays et qu'on peut, désormais, que les concours maintenant doivent être clarifiés, doivent être organisés de manière saine. Retenez également que ce n'est pas facile de changer l'homme, le mental, le disque, que des pratiques anciennes continuent. L'individu a du mal à changer. Le changement est difficile dans la tête. Et que des pulsions antérieures restent encore, des vérités sont encore tenaces. Il faut le concours de tous. Et c'est ce concours qui manque. On a l'impression qu'il y a un chef au sommet qui a envie que ça change. Et il y a eu la grande masse, la grande meute, la foule, en bas, qui veut rester dans ses vieilles habitudes parce qu'il n'a pas envie que ça change. Il n'a pas envie d'en souffrir, il n'a pas envie d'en pâtir, il n'a envie que de jouir. Et donc, quand on a envie que de jouir, on ne changera pas. Si c'est les faits que doit advienne que pourra, moi je suis habitué à tricher, je continue à tricher, si on me prend, je m'en fous, on verra bien. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, je pense que le chef d'État a montré sa volonté, il appartient maintenant à tous de prendre le relais, et donc à tous les niveaux possibles. Voilà, moi je ne suis pas inquisiteur en la matière, je ne le serai jamais parce que j'estime que ceux qui disent le droit sont des hommes et la justice des hommes n'est jamais égale à celle de Dieu. Très bien. On va parler maintenant de cette étape de Godomè, du dialogue itinérant entrepris bien évidemment par le professeur Joël Aïvo. Voilà, en tout cas, on s'approche peu à peu de la présidentielle 2021. Donc l'étape de Godomè a connu bien évidemment la présence des membres du parti nouvellement créé, les démocrates et de la gouvernance de la grande solidarité plutôt, la grande solidarité républicaine également. Donc ces deux partis étaient aux côtés de Joël Frédéric Aïvo. En tout cas, c'était une occasion pour le politique, ou du moins ce qu'on pourrait dire le politique Joël Aïvo, de revenir un peu sur la prolongation du mandat pour lui. Justement, le mandat du président Patrice Talon finit le 5 avril à minuit. Aucune révision constitutionnelle ne peut donc avoir pour conséquence la prolongation du mandat. C'est ce que dit Joël Aïvo. Il trouve que c'est une question technique et non une question politique. Agapit Napoléon Mafroy. Bon, en fait, je ne sais pas de quoi le professeur parle. Est-ce qu'il parle parce qu'il n'y a pas de prolongation de mandat. Je continue de le dire. Et là également, je continue de dire que c'est une question technique. Ce n'est pas politique. Il n'y a pas prolongation de mandat. Donc, pourtant, il y a 45 jours. Non, il y a régulation institutionnelle dans le cadre d'une révision constitutionnelle qui permet d'aligner les élections et donc de réajuster des délais. Et donc c'est un réajustement, ça n'a rien à voir avec une prolongation. Il n'y a pas prolongation de mandat. La prolongation de mandat crée de nouveaux droits. La prolongation de mandat, c'est comme si on habilite le chef de l'État à faire quelque chose. La prolongation de mandat, c'est comme si on justifie qu'on doit l'habiliter. Dans le cas d'espèce, il n'y a rien. Le chef de l'État n'est habilité en rien. Et il sait d'ailleurs
qui ne peut pas poser de grands actes entre la fin de son mandat constitutionnel, c'est-à-dire le 5 avril, et le passage de témoins qui sera le 23 mai, ou un peu après, ou un peu avant, dans le cadre donc de la révision de la Constitution. Fait comme s'il n'y avait pas révision constitutionnelle du 31 octobre au 1er novembre 2019, c'est quand même dommage. Et lorsque c'est un professeur agrégé, comme le professeur Ivo qui le dit, qui a traité, qui a travaillé à des constitutions dans des pays africains, qui est agrégé de droit public, qui est constitutionnaliste, qui a écrit sur la Constitution, moi personnellement, je suis son élève, mais je trouve vraiment dommage qu'il entre dans ce jeu de cette manière-là. Il aurait pu l'éviter parce qu'il ne peut pas justifier ce qu'il dit dans les amphis. C'est impossible parce que ce qui est fait est fait. Ce qui est fait pas pour deux raisons. La constitution qui est là est la même constitution de 90. Elle a été révisée, mais elle n'a pas changé. Ce n'est pas une nouvelle constitution. On est d'accord? Et cette constitution habilite 3 acteurs. Premier acteur, le peuple. Je l'ai dit il y a une semaine, le pouvoir souverain. Le peuple souverain, donc, qui est celui qui était allé aux urnes en 90, est le même. Parce qu'il a passé le témoin à des représentants élus. Il n'a pas dit de la majorité, de la minorité. Hein. Il n'a pas parlé de l'Assemblée monocolore. Hein. Il n'a pas parlé de l'opposition mouvance. Hein. Regardez dans la Constitution, le peuple exerce sa souveraineté à travers ses représentants élus. Alors donc, faisons le premier débat. Qui est le peuple? Question au professeur et à tous ses amis politiques et à tous les sachants en droit public et les autres. Qui sont les représentants élus du peuple? Et qui est le peuple? Faisons ce débat-là. Ça, c'est le premier défi. Allons dans le concret. Ensuite, qu'on me dise que du point de vue constitutionnel et institutionnel, l'Assemblée nationale qui est là n'est pas représentative. Là également, je la mets au défi. Aucune charte de parti politique, aucune constitution n'a parlé de majorité de l'opposition. Il n'y en a pas. Le Parlement qui est là est représentatif du peuple dès lors que les élections ont été régulièrement organisées, reconnues par la Cour constitutionnelle et les résultats proclamés dans les règles de l'art. Et donc même si les élus qui se retrouvent au niveau de ce Parlement, ces élus soutiennent les actions du président en place. Oui, est-ce que vous suivez déjà ce qu'il dit? On en parle du peuple. Maintenant, je parle maintenant de ces représentants élus. Est-ce que soutient-le? Est-ce qu'il est interdit? Vous n'avez pas trouvé des parlements en France là, la majorité qui est là, la majorité ne soutient pas l'action du président. Est-ce que vous pensez que c'est parce que 2, 3, ou bien 50, ou bien un cas ne soutient pas que les décisions ne sont pas prises? Et pourquoi il y a le 49.1 où le président, le premier ministre peut passer en force? La majorité permet d'avancer. Donc, que ce soit sur les 83 députés, 42 ou 83, ça ne change rien dans la mesure où les décisions sont prises à la majorité. Et dans le cas d'espèce, les élections ont été organisées pour tout le monde. Des gens, et Rungundeté, vice-président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui président des démocrates, il n'a qu'à venir à la télé pour dire à Evo, entre les deux, pourquoi il n'a pas été aux élections de 2019. Il vous dira qu'il a été exclu. Pas qui? Il était membre du comité paritaire. Il faut, moi ceux qui prennent ces gens, ils n'ont qu'à demander à Rungundeté pourquoi il a réuni sa candidature. Ça fait 3 mois ou 6 mois que je pose la même question. Je n'ai pas de réponse. Pourquoi il a réuni le comité paritaire créé par M. Mbedji, dont il était président, et il y avait 2 membres de la majorité présidentielle, 2 membres de l'opposition, Gabayaya et Eric Ndete. Pourquoi ce comité paritaire, en mars 2019, n'a pas prospéré? C'est la question. Les gens tournent autour du pot. Allons à l'essentiel. C'est la question essentielle. Demandez à Eric Ndete. Moi, je dis, on veut débat, mais allions-nous, faisons les débats, et que chacun s'écoute. Et on va dire, Eric Ndete, pourquoi, vice-président de l'Assemblée, pourquoi vous n'avez pas daigné donner suite, alors que vous avez signé le rapport sur les lois dérogatoires, la proposition de loi dérogatoire, vous revenez parce que Yahibouni a parlé, et vous changez tout. Qu'il faut donner récépissé à tout le monde. Dans quel pays, on met la loi de côté, parce qu'un individu a dit donner,
Il faut satisfaire tout le monde. Pour aller aux examens, on demande la carte d'identité nationale. On aurait pu dire, c'est vraiment que l'État met tout en œuvre et que la biométrie aurait suffi. Et que le candidat met son doigt et rentre. On impose aux gens de prendre carte d'identité. Pour les retraités, l'État empêche les retraités pendant des années parfois de jouir de leur droit à la retraite. Parce qu'on dit qu'il faut fournir telle pièce. Alors que c'est l'État même qui les a employés pendant 30 ans. Pourquoi les gens ne sont pas retournés contre l'État? Les gens sont morts sans avoir joui de leur retraite. Pourquoi on pense que, parce que des individus, parce qu'ils sont partis politiques, ils n'ont pas pu réunir les dossiers pour aller aux élections, ils disent on les a écartés. Ils ne peuvent pas en imposer à la loi. Le peuple exerce sa souveraineté depuis longtemps. Et la loi, c'est le leitmotiv. La loi, c'est le principe moteur d'un état de droit. Vous ne pouvez pas contrôler la loi. Vous devez, le respect de la loi est le premier principe dans un état de droit. Que le professeur me demande, comme je l'ai dit, il est mon professeur, je suis l'élève, mais j'ai appris que l'élève doit tuer le maître. Donc, moi, j'engage le débat parce que je veux bien qu'ils viennent et qu'on parle de état de droit. C'est quoi l'état de droit? L'état de droit, c'est le respect des droits. Force doit rester à la loi. Nous avons une constitution qui a créé les institutions, qui fonctionnent normalement. Et donc, l'Assemblée nationale, je parle de 2015, dont Éric Ndoundete est vice-président, qui a voté le code électoral, la charte des partis. Cette assemblée-là n'est pas l'assemblée de Patrice Talon, mais c'est l'assemblée qui a mis en place la charte des partis. Et c'est cette assemblée-là qui devait être renouvelée en 2019 et que Éric Ndoundete et ses amis ont empêché donc ce renouvellement et donc bloqué. Le président Talon a tout fait pour qu'il n'y ait pas une assemblée en griffe monocolore. Il a réuni les gens, il a chargé Adrien Mbedji d'aller faire tout ce qu'il devait faire pour que, même s'il doit avoir la réunion de la Constitution qu'il est prêt, pourvu que tout soit... Mais pour dialoguer, il faut deux. Et dans le dialogue, l'un quitte le dialogue sans même... Il a participé à tout, et au dernier moment, il quitte. Comment vous voulez que l'État fonctionne? Ils veulent aller au blocage pour créer le désordre. Et le gouvernement le chef d'État a reçu toute la institution de la République qui a dit avancez, président. Alors on va faire quoi? Le président va dire non. J'ai entendu des gens demander au président de prendre des ordonnances. J'ai entendu Maître Robert Dessous, ancien président de la Cour constitutionnelle, dont je connais certaines décisions sur lesquelles je peux revenir, dit qu'il faut retourner aux anciennes lois. Mais on est dans un état totalement de non-droit. C'est pas un état de droit, ça. Ce n'est pas ça l'état de droit. Je le dis, ce n'est pas ça l'état de droit. L'état de droit, c'est celui qui a été créé par les lois. Après, la politique, la démocratie pluraliste, c'est un rapport de force. Je suis désolé, mais c'est exactement ça. Donc, ils créent une situation parce qu'ils ne sont pas en position de force. C'est comme quand on était enfant, parfois quand vous voyez que ça vous dépasse, vous crachez dans la nourriture pour pouvoir être le seul à le manger. C'est exactement ce qu'ils ont tenté de faire. Et comme le Dahomey, il faisait ça à l'époque, quand ils ne comprennent rien, ils s'agglutinent, ils s'amassent pour chuter le gouvernement qui est là. Et après, c'est les mêmes pratiques qui ont continué. Après, les gens prennent les pots de démocrates, juristes, juristes, juristes suprêmes juristes, et ils prennent des décisions et disent les choses qui ne sont pas censées. Là où on est, je dis, le désordre créé en 2019 l'est par le biais des FCBE sous l'impulsion du président Yahi, avec Éric Ndoundete, qui aujourd'hui passe aux démocrates. Alors que dit Yahiva, qu'avait dit le professeur Yahiva en son temps? Moi je pense que le professeur devrait... Je suis vraiment peiné de le voir dans ce jeu-là. Parce que c'est un homme talentueux. Il est tout de même libre d'exprimer ses opinions. C'est un homme talentueux, à mon avis. Je pense qu'il devait s'absoudre celui de débat technique, s'il a envie de faire de la politique. Mais donc, il ne faut pas qu'il mélange le débat technique avec le débat politique. C'est pourquoi il précise que c'est une question technique. Non, ça, c'est pas technique. Lui, il est en politique. Parce qu'il ne peut pas en prendre ça dans l'amphi à ses étudiants. C'est impossible. C'est impossible. Les principes généraux du droit, c'est quoi les sources du droit? La loi, la doctrine, la jurisprudence, la coutume. C'est quoi la loi? Donc, ce n'est pas les pulsions individuelles qui constituent la loi. La loi est votée par le Parlement. Alors, qu'est-ce qu'on va dire en plus? La doctrine, ce n'est pas les pulsions individuelles. C'est des réflexions scientifiques approuvées, assis sur un certain nombre de postulats de théorie. La jurisprudence, je n'ai pas envie d'aller plus loin. Donc, comme je vous le dis, il ne s'agit pas de gesticuler ou de sortir, ou de faire des diatribes. Il s'agit de raisonner. Et dans le cas d'espèce, nous parlons
technique. Et si on veut parler technique, ce qui a été dit là, à Godomé ou quoi là, je pense qu'ils sont totalement en deçà. Je voulais parler du peuple, je voulais parler du Parlement représentatif. Donc, après du moment où les gens voulaient bloquer et que les institutions de la République ont demandé qu'on aille aux élections, le chef de l'État n'a même pas le choix. Il ne peut pas bloquer les élections. Des gens veulent bloquer, on ne peut pas les forcer à aller aux élections. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais si on doit voter une loi, et quand c'est difficile d'appliquer, on doit l'abroger, à quel moment les lois difficiles vont être abrogées, vont être appliquées? Et quel sera alors le rôle du Parlement s'il faut voter? S'il faut donner carte blanche à la minorité? On dit la démocratie, c'est la loi de la majorité. D'accord, il faut écouter la minorité. Écouter la minorité n'est pas être aux ordres de la minorité. Du coup, on change les règles du jeu. Je mets au défi tout juriste ou politiste qui va me dire le contraire, que la démocratie pluraliste, ce n'est pas des règles, ce n'est pas des rapports de force politique en la matière. Et l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de rapport de force. Quand vous êtes en minorité, pourquoi vous pensez que vous allez bloquer le jeu en criant la paix, la démocratie, la paix en danger? Non, c'est faire preuve de peu de sérieux. Ce n'est pas normal. Et ça n'a rien à voir avec technique ou politique. C'est déjà ça. Donc, attendez, peuple, parlement, il reste la Constitution elle-même. La Constitution a prévu les conditions de sa révision. Et donc, est-ce que la Constitution qui a été révisée mérite, est révisée de la manière la plus juste? Mais absolument. La Constitution a été révisée de la manière la plus juste, et donc, enfin pas juste, mais de la manière la plus normale. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on doute de quoi que ce soit, dans la mesure où la Constitution même a prévu les conditions, comme je l'ai toujours dit, de sa propre révision. Et donc, quand on parle du peuple, qui est le peuple? Je vous ai dit tout à l'heure que le peuple exerce sa souveraineté à travers ses représentants élus. Et l'article 154 de la Constitution, parce que je le cherchais dans mes dossiers, l'article 154 est clair là-dessus. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République, après décision prise en Conseil des ministres et aux membres de l'Assemblée nationale. Pour être prise en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des 3/4 des membres composant l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est la prise en considération. Article 153. Et l'article 154. Et l'article 155 dit que la révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des 4/5 des membres composants. Donc, l'article 55 habilite une révision d'abord par le Parlement, représentant élu du peuple. Donc, le peuple souverain de 90 a donné mandat au Parlement aux 4/5 de réviser la Constitution. Article 55 de la Constitution. Maintenant, à défaut d'avoir les 4/5, il faut aller au référendum. Il faut questionner le peuple souverain lui-même. Et à l'article 56, il dit aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il porte atteinte à l'intégrité du territoire, la forme républicaine et la laïcité de l'État. Donc, aucune procédure de révision de la Constitution ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire, à la forme républicaine et à la laïcité de l'État. Alors, quand on dit ça, vous avez vu le mandat où? Alors, réglons alors les deux, c'est malentendu. Vous l'avez vu, j'ai parlé du peuple. C'est qui le peuple? J'ai parlé des représentants élus qui sont au Parlement. J'ai parlé des procédures de l'article 154, 155 et 156 de la révision. Tout ça, là, on est dans le technique. Et je mets au défi quelqu'un de dire que c'est faux. Bien. Maintenant, les malentendus. Le premier malentendu, c'est cette affaire de consensus. Elle est l'habilitation, elle est une lecture d'une cour constitutionnelle, elle peut être relevée par une autre cour constitutionnelle. Ce n'est pas écrit dans la lettre dans la Constitution du 11 décembre 90. Vous n'avez pas vu, quand on vous a dit les conditions pour ne pas réviser la Constitution, on a mis quoi? La laïcité, la forme républicaine et quoi encore? L'intégrité du territoire. L'intégrité du territoire, la forme républicaine et la laïcité. Voilà les trois conditions qui ne peuvent faire l'objet d'aucune révision dans notre Constitution par le peuple. C'est ça que le peuple de 90 a dit.
Quand on opte pour la voie parlementaire, Agapit Napoléon Baforican, certains estiment que pour ne pas porter des empreintes de clandestinité, il faut quand même, il faut que le débat soit exposé. Robien, oui. Quand on habilite le Parlement, le débat ne se fait plus sur la place publique, ça se fait au Parlement. Je suis désolé, nous ne pouvons pas, si on veut tropicaliser la démocratie, aucune. Vous pensez que le Congrès va faire débat dans tous les États-Unis pour prendre cette décision? Vous pensez que l'Assemblée nationale française va faire débat dans tout? C'est faux. C'est de la tricherie. Les intellectuels béninois, ils font de la tricherie. Les intellectuels africains, beaucoup, on triche par ces genre de lucubration et de propos imaginaires d'esprit. C'est faux. Aucune démocratie, quand c'est habilité au Parlement, il n'y a plus de débat à faire nulle part. Le peuple est là au Parlement. Les 83 députés représentent le peuple entier. Et notre constitution est claire. Les députés sont les représentants de la nation tout entière, aucun mandat n'est impératif. Quand vous dites ça, il n'y a plus à aller faire débat avec quelque chose à plus. Les organisations sur les individus, les corps constitués, ils donnent leur opinion. Mais ils ne sont pas le peuple. Le peuple est au Parlement. S'ils veulent, si qui du peuple a besoin à Rome s'en va, ils n'ont qu'à aller au Parlement, aller convaincre le peuple. Le souverain dérivé. Le peuple souverain. Le peuple. C'est lui. Non, il est le peuple souverain, mais lui, il n'est qu'un dérivé, parce que le peuple lui-même, c'est au référendum et lors des élections. Donc, l'Assemblée nationale, c'est le peuple, c'est le représentant du peuple. Il n'y a pas de mal élu, mauvais élu. Il est assemblé, il est assemblé. Je suis désolé. Ils n'ont qu'à nous sortir tous les documents de droit constitutionnel et tout. C'est un défi. Et je me rappelle Robert de Soir à la conférence nationale, quand les gens disent la Constitution du 11 décembre, la loi fondamentale, ils disent sortons tous les documents de droit. Et alors voici la Constitution, en quoi le gouvernement est démissionné. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais il a posé le débat et personne ne l'a fait. Dans le cas d'espèce, Robien, oui. Il n'a fait aucune obligation. Le peuple souverain de 90 n'a fait aucune obligation au Parlement d'aller recourir quelque consensus que ce soit pour réviser la Constitution du 11 décembre 90. C'est une tricherie à un moment donné. C'est une vue de l'esprit qui n'a, je dirais, que ce temps. Parce que la Cour constitutionnelle de l'époque a voulu faire une orientation du débat. En 2011, donc on dit en 2006 ça, le consensus à valeur constitutionnelle. En 2011, la Cour constitutionnelle de 2011 a sorti cette affaire de option fondamentale pour encore ancrer, fermer la révision de la Constitution. C'est faux, c'est pas normal. Et ça, c'est la Cour présidente de Robert Dossou. Mais dans ce jeudi, il ne peut sortir dans aucun document de la Conférence nationale ce qu'il a appelé les options fondamentales. Ça n'a existé nulle part. Et il faut lire les projets togolais, Adama Boda, et le professeur Doji Kokoroko, qui est aujourd'hui, il est ministre du gouvernement togolais. Il faut les lire pour voir comment eux-mêmes, ils ont du mal à comprendre une telle décision. C'est des constitutionnalistes togolais, c'est des professeurs agrégés de droit public qui ont démontré, enfin, l'un a essayé de justifier, mais l'autre a démontré que ce n'est pas possible que ça là, c'est une invention de l'esprit. Le peuple souverain a fixé les conditions de la révision de la Constitution de 90. L'institution déléguée, l'institution que ce peuple a créée, qui est la Cour constitutionnelle, ne peut pas en rajouter. Or, c'est ce qui a été fait. Même pour des questions de paix. Mais c'est quoi la paix? On parle de politique pluraliste, il faut parler de paix. Le débat est démocratique. La démocratie pluraliste, c'est le débat d'idées, c'est les confrontations, c'est les rapports de force. Vous ne pouvez pas parler de rapports de force et agiter la paix. Il y a les règles du jeu, il y a l'arbitre du jeu, et vous devez vous exécuter quand l'arbitre siffle. Comme je dis, j'ai été arbitre, et donc je connais. Quand l'arbitre siffle la règle, vous l'arrêtez. Vous pouvez être dans votre droit, il siffle, vous l'arrêtez. Soit on est dans le jeu, soit on n'est pas dans le jeu. On ne peut pas être dans le jeu et dire je suis hors du jeu. Donc, je dois conclure. Ça veut dire quoi? La Constitution du 11 décembre 90 a été révisée le 31 octobre au 1er novembre. Dites-moi, est-ce qu'on a touché à la laïcité de l'État? Non. Est-ce qu'on a touché à l'intégrité du territoire? Non. Est-ce qu'on a touché à la forme républicaine? Non. Il n'y a plus rien d'autre. Si la Cour constitutionnelle, institution de même niveau,
qui a inventé le consensus à valeur constitutionnelle, qui est allé chercher l'option fondamentale, reconnaît que cette constitution révisée est conforme à la constitution, je défie quelques juristes que ce soit, politiques, publicistes, agrégés, super agrégés, ils viennent, on fait le débat. La révision de la constitution, elle vaut, et notre constitution nouvelle est révisée, je veux dire, est valable. Donc, les dispositions qui y figurent ne doivent faire l'objet d'aucun doute. Elles s'imposent à tous les pouvoirs. Et donc, à des candidats. S'ils veulent candidats, ils rentrent dedans. Il n'y a pas un individu qui va faire autre chose. Je dis, hein, le super agrégé, l'universitaire le plus érudit qui a pris les honoris causa et puis en avoir 50, nous sommes, mais l'intellect, ce n'est pas une affaire de diplôme, c'est une affaire d'intelligence. C'est une affaire de lecture, c'est une affaire d'analyse. Et comme je le dis, sans fausse modestie, je dis, nous mettons le débat sur le tapis, on le fait. Et d'ailleurs, Joël Alvor a proposé un débat contradictoire. Non, moi, j'espère qu'on aura. Enfin, avec qui il veut, moi, quand je dis, il est mon professeur, que je respecte, mais je dis, l'élève doit tuer le maître. Et donc, moi, je suis dans l'optique. Je serais bien flatté de faire débat avec mon professeur et de lui démontrer qu'il est dans l'erreur. Parce que lui-même sait que cette pulsion politique d'aujourd'hui ne peut pas valoir droit. Et j'ai lu beaucoup de ses textes. Il a la plume très alerte et il écrit très bien. Donc, sur le plan technique, j'ai lu beaucoup de ses écrits qui m'ont d'ailleurs beaucoup inspiré dans le travail personnel que je fais au niveau du droit public. Donc, mais cela dit, le professeur commet une simple erreur. Il est sur un terrain politique et il prend sa casquette de juriste public. Je pense qu'il y a une grosse erreur à penser à ça. Vous ne pouvez pas être patient et être médecin à la fois. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être sur le lit d'hôpital tout agrégé de médecine que vous êtes. Agrégé, je ne sais pas dans quel secteur, même si c'est vous-même qui êtes en cause, vous devez laisser les autres pour faire la thérapie. Parce que votre situation clinique n'a rien à voir avec vos éruditions. Et donc, dans le débat public, on doit faire la démarcation entre celui qui parle. C'est-à-dire que celui qui parle, est-ce que c'est un sachant qui parle ou c'est bien évidemment un politique? Vous vous rappelez que j'ai demandé qu'il y ait une démarcation entre les sociétés. Quand moi j'écoute quelqu'un, est-ce que j'écoute un homme politique ou bien j'écoute un sachant? Lorsque c'est mélangé, c'est confus. Quand il y a un fruit et un loup. Dès lors que vous êtes dans les deux, vous êtes... La politique, ce n'est pas le champ de la doctrine. La politique, c'est un autre champ. Donc, les débats d'université, les débats scientifiques se font à l'université. L'université a un rôle du savoir. On confronte les idées. On ne peut pas mélanger l'université avec la politique. C'est l'Afrique qui mélange ces choses-là. C'est pas possible. Vous connaissez quelle université américaine qui est impliquée dans la politique et qui mélange tout? Et vous connaissez quelle université européenne qui mélange tout? On a vu les Joschka Fischer, mais ils sont rentrés, ils ont disparu. En même temps, Luc Ferry en France, il a disparu. Parce qu'il ne peut pas rester longtemps, ce n'est pas leur milieu. Et tout récemment, le leader écologiste, le défenseur de la cause environnementale, qui est rentré dans le gouvernement, il est ressorti. Ils ne peuvent pas y rester. C'est deux mondes différents. On ne peut pas, en tant que sachant, rester. Parce que la politique est le champ des batailles rangées, des rapports de force. Et donc, l'université récupère ces éléments et inspire de nouvelles réflexions que les politiques peuvent utiliser pour aboutir à leur fin. Et donc, l'université, donc, c'est une interaction entre les deux. Quand vous mélangez les deux, vous vous trompez. Donc, je reviens à dire que toutes les options faites par la Constitution du 11 décembre 1990, par la Constitution révisée, valent et rien ne peut être enlevé par qui que ce soit. Et c'est ça. Tant qu'on est dans la révision de la Constitution, il n'y a rien à dire. Ce qu'ils appellent prorogation de mandat, c'est un ajustement de mandat. L'article 14 de la Constitution dit que dans les prérogatives de la Cour constitutionnelle, au-delà du juge de constitutionnel des lois, elle garantit les libertés publiques et les droits fondamentaux. Elle est régulateur de l'activité des institutions et des pouvoirs publics. Et donc, quand je dis régulateur de l'activité des institutions et des pouvoirs publics, quand je dis, vous devez comprendre que dans le cas donc de l'ajustement des mandats, il a fallu prendre un certain nombre de décisions pour gérer la situation des élections. C'est dans la Constitution, c'est ça, c'est l'une des raisons qui ont motivé la révision de la Constitution. Et donc,
c'est même pas le chef de l'État, c'est pas le gouvernement, c'est les députés même. Donc c'est une proposition qui est d'émanation parlementaire. Et donc parfois vous écoutez des glaneries où des gens disent des trucs, c'est une révision qui vient du Parlement. Ensuite, les dispositions de gestion n'habilitent le chef d'État en rien à juste le débat. Donc, Patrice Talon, qui est là, restera pour un peu plus de 5 ans. Il ne peut pas agir plus loin. Comme, dans le même ordre d'idée, le code électoral a réajusté. Les députés, les maires qui sont élus pour un mandat de 5 ans. De 6 ans. De 5 ans. Les maires, les conseillers communaux sont là pour un mandat de 5 ans. Mais de manière particulière, ceux qui seront élus, ceux qui ont été élus en 2019 auront 6 ans. Exactement. Les députés ont un mandat de 5 ans. Mais ceux qui seront élus en 2003 auront un mandat de 3 ans. Pourquoi on ne voit pas ces choses-là? En 2023. En 2023, excusez-moi. Ceux qui seront élus en 2023 auront un mandat de 3 ans. Pourquoi on ne voit pas ça comme un bloc en matière d'ajustement et d'alignement des mandats? Donc, ce qui a été fait, les 45 jours, je ne sais pas à quoi ça sert 45 jours chercher, qu'est-ce qu'il va faire et qu'il n'aurait pas pu faire en 5 ans et que c'est en 45 jours qu'il le ferait. C'est dans le. Il ne faut pas que les gens aillent toucher à des vétis alors qu'il y a des choses sérieuses à gérer. La situation est quoi? En 2026, nous allons organiser la présidentielle, les législatives et les communales. Et donc, il faut aligner tout ça sur l'année. Et la Cour constitutionnelle a validé la proposition des députés. Et donc, le premier tour est encadré en avril, le second est encadré et la passation des services est encadrée. Et donc, on sait que le chef de l'État passe témoin en la 4e semaine du mois de mai. Et donc, les autres sont organisées en conséquence. Pourquoi? Si on a vu le chef de l'État pendant 5 ans, c'est pas 45 jours. De plus, je le vois qu'il y a le problème et que donc les gens n'aillent qu'à aller à l'essentiel au lieu d'amuser la galerie comme c'est le cas aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican. Vous êtes notre consultant politique, expert électoral par ailleurs. Merci pour ces éclairages. Mesdames et messieurs, c'est la fin de le décryptage de la semaine. On va se retrouver dimanche prochain pour votre programme, grand programme. Dimanche, c'est politique. Tout juste après, nous vous suivrez votre Nouyen Bassa, c'est Noukpe Khassa, je crois, avec Dasoyo. Agréable suite de soirée à chacun et à tous.